générale. Oui, tout peut changer d'ici mardi, mais ensuite, après, le sujet essentiel, c'est même pas le discours de politique générale, parce qu'on sait à peu près que les partis ne vont pas censurer a posteriori le 16 janvier du discours de politique générale. Ce qui se joue, c'est la question du budget. Or, sur la question du budget, il faut faire des concessions budgétaires. Soit François Bayrou en fait à destination de la gauche pour éviter d'avoir une motion de censure, comme l'avait subi Michel Barnier, soit il le fait à destination du Rassemblement national. Aujourd'hui, ceux qui ont les clés, c'est le Parti socialiste. Or, le Parti socialiste, à travers la voix de Patrick Kanner, a été mis une expression et une revendication qui est simple. Ils veulent une victoire symbolique qui est forte, et notamment la mesure la plus symbolique, c'est la grande mesure qui a été adoptée par Emmanuel Macron entre 2022 et 2024 lors de la dernière législature, c'est la réaction de la réforme des retraites, avec un point qui est clé. Si vous suspendez, ça vous coûte 2,5 à 5 milliards d'euros pendant la période de 6 mois. Si vous supprimez totalement la réforme des retraites, il faut trouver 20 milliards d'euros de financement. Et le juste milieu serait à peu près une suspension, parce que ça permet quand même, d'une part, d'avoir un accord de non-censure, et ça permet quand même au Parti socialiste de revenir avec une victoire. Si les socialistes reviennent, parce que le sujet, c'est ça, c'est ce qu'a dit Catherine, le sujet, c'est est-ce que les socialistes veulent retrouver leur autonomie, et si oui, sur quelle ligne? Vous avez historiquement, depuis le congrès de Tours, deux gauches en France. Une gauche révolutionnaire qui veut rien négocier, et une gauche de gouvernement qui veut davantage négocier. Si la gauche de gouvernement arrive à obtenir la suspension de la réforme des retraites, ils peuvent retourner devant leurs électeurs en disant « Nous n'avons pas négocié avec Macron, mais nous avons fait plier Macron à nos conditions, qui est celle de la suspension de la réforme des retraites. » Alors, vous évoquez ici 2 ans. Oui, pour répondre à ce que disait Catherine, il y a quand même un point, c'est que si vous regardez tout l'ensemble des scores de gauche depuis 1958, la gauche n'a jamais été aussi faible électoralement qu'aujourd'hui. La gauche en France, elle rassemble 40 à 45% des Français au premier tour de l'élection présidentielle. La dernière fois, sur l'élection que vous évoquez, ils avaient rassemblé uniquement 25%. C'est-à-dire qu'ils ont perdu 20% des Français entre-temps. Entre-temps, vous avez dit qu'ils ont perdu une partie de leur valeur, mais moi je pense que depuis l'irruption de Jean-Luc Mélenchon et sa mainmise au sein de la gauche n'a jamais été aussi faible. Pourquoi? Parce qu'ils ont renoncé à beaucoup de choses. L'universalisme républicain, l'Europe et l'universalisme français. Ils ont renoncé également à la laïcité, à un ensemble de points qui fait que beaucoup d'électeurs qui auraient pu voter à gauche la dernière fois se sont tournés davantage vers Emmanuel Macron pour des simples raisons, parce qu'ils ne voulaient pas, en tant que sociodémocrate, apparaître dans les mains de Jean-Luc Mélenchon en raison de ce qui s'est passé depuis le 7 octobre. Et le choix des socialistes est le suivant. Peut-être qu'effectivement, ils peuvent refuser l'accord proposé par François Bayrou. Peut-être qu'ils peuvent se dire que la réforme des retraites, c'est pas suffisant, la suspension, et qu'il faut seulement arriver à l'abrogation. Peut-être même qu'il faut appliquer rien que le programme et rien que le programme du NFP. Mais si vous censurez Bayrou et vous censurez les gouvernements suivants, en fait, vous rompez la promesse que vous avez faite aux électeurs lors des dernières élections législatives, qui est celle de donner le pouvoir à Marine Le Pen. Il ne faut pas oublier que l'ensemble des députés de gauche et du NFP n'ont pas été élus, principalement pour le programme, mais pour faire barrage à Marine Le Pen. Et si vous voulez faire tomber l'ensemble des gouvernements, à la fin, il y aura un sujet qui se posera, c'est la démission du président de la République, et donc inévitablement se posera la probable victoire de Marine Le Pen. Et je pense que beaucoup de gens de gauche et des députés de gauche et des électeurs de gauche ne veulent pas, après ce qui s'est passé en juillet dernier et en juin dernier, donner les clés du pouvoir à Bardella et à Le Pen. Je vais vous dire, pourrait peut-être convenir aux partis politiques de façon large. Oui, non, mais la retraite à points, théoriquement, c'est le meilleur système, parce que c'est le système le plus égalitaire et le plus juste dans la mesure où le système par répartition est véritablement inégalitaire. Il faut quand même rappeler quelque chose. Et donc on reviendrait vraiment en arrière. Non, mais si vous reprenez le système de retraite par répartition, actuellement, les cotisations retraite, vous payez chacun 10% de cotisation retraite. C'est-à-dire que si vous partez sur une année, chaque personne cotise un mois de salaire pour sa retraite par an. Vous travaillez pendant à peu près 42 ans, vous cotisez 42 mois de retraite. Vous partez à la retraite qui est minimum à peu près 20 à 25 ans de retraite. Donc vous voyez bien que le système n'est pas tenable. À ceci près qu'en plus vous avez un vieillissement de la population, vous avez un nombre d'actifs qui diminue par rapport à la population générale et par rapport au nombre de retraités. Et donc ce système n'est pas tenable à long terme. L'avantage du système de retraite à points, c'est qu'en fait, d'une part, il est égalitaire, c'est-à-dire que chacun cotise le nombre de points qu'il veut, et en fonction du nombre de points qu'il a cotisé, il récupère une retraite équivalente, et ça permet d'introduire un autre point aussi, le système à points, c'est d'une part les retraites complémentaires, et en plus le retraite par capitalisation. C'est à peu près ça, je pense, l'idée de Macron. La difficulté, en fait, pour ce système, c'est que vous devez abattre un certain nombre de privilèges. D'une part, le système de retraite à points, on l'a vu lorsqu'Édouard Philippe avait présenté la réforme avant le Covid, c'est que vous abattez les régimes spéciaux. Donc, si vous avez les régimes spéciaux à dos, vous avez un certain nombre de Français qui sont dans la rue. En plus, vous avez des professions qui sont dites privilégiées en fait avec ce système de retraite par répartition. C'est-à-dire que vous avez des gens qui bénéficient davantage que des gens qui ne bénéficient pas. Tout simplement avec un chiffre qui est très simple. La moitié du déficit accumulé pendant la présidence Macron vient du régime des retraites. Donc, il y a bien des régimes de retraite qui sont pas à l'équilibre. Quels sont les régimes de retraite qui sont pas à l'équilibre? Celui des fonctionnaires, celui des régimes spéciaux. Et donc, quelqu'un va devoir payer pour ça. Qui veut payer pour le régime des fonctionnaires et qui veut payer pour les régimes spéciaux? Ça va mettre beaucoup de gens en colère, éventuellement les gens qui travaillent dans le régime général et les gens qui travaillent pour les professions libérales. Et c'est tout ça en fait, et c'est tout ce mécanisme de réforme qui est compliqué à mettre en place. Je me rappelle que lorsque Delevoye, qui était ministre chargé de la réforme à système à points, s'était notamment inspiré d'un pays nordique, je crois que c'était la Suède. La Suède a mis plus de 10 ans
à mettre le système à point. Ça va être compliqué avec l'équation à l'Assemblée que vous avez, plus l'instabilité gouvernementale, d'entreprendre une telle réforme. Déjà que c'était très difficile avec une majorité très très absolue lorsqu'Emmanuel Macron avait le pouvoir en 2019. Ça s'est terminé en fiasco. Là, c'est encore plus compliqué, voire même c'est inimaginable. Je me permets de vous... Il y a quand même un petit geste un peu provocateur malgré tout de la part de l'Algérie. Non mais en fait, si vous prenez la loupe actuelle, effectivement, ça a été rappelé, il y a des points de tension actuels, notamment portés sur la reconnaissance du Sahara occidental par le président de la République Emmanuel Macron, par la question de la volonté de Bruno Retailleau de s'attaquer à l'accord entre la France et l'Algérie de 1968 et son maintien au gouvernement, plus une succession d'éléments comme le fait d'expulser un certain nombre de personnes sous OQTF. Mais si vous regardez et vous dézoomez un peu, c'est à peu près les mêmes sujets qu'on a entre Paris et Alger depuis une vingtaine, trentaine d'années. Même à l'époque de Bouteflika, avant qu'il soit succédé par Tebboune, on avait exactement les mêmes sujets, tout simplement parce qu'en fait, la France n'a pas été en situation de pouvoir établir une relation pacifique et normale avec l'Algérie pour différentes raisons. Parce qu'on a un problème avec notre passé colonial, on ne sait pas comment se comporter avec nos anciennes colonies d'Afrique, notamment avec tous les points portés sur la France-Afrique, etc. De la même manière, Alger a également sa part de responsabilité parce que notamment pour maintenir un pouvoir qui a une assise politique qui est très faible et qui tient beaucoup sur l'armée, ils ont besoin d'exulter la passion nationale. Or, la passion nationale, comme l'Algérie est un pays désormais récent, avec une construction récente post-coloniale, ils ont besoin d'alimenter un récit commun. Et ce récit commun, c'est fait dans une opposition par rapport à la France. Donc, successivement, vous avez l'ensemble des présidents algériens et l'ensemble des décisionnaires algériens qui utilisent la passion française comme un exutoire pour se maintenir en place et pour éviter tous les problèmes qu'ils ont sur le plan interne, notamment avec des problèmes économiques, un chômage des jeunes qui est important, avec pourtant des immenses ressources. Donc plutôt que de se réformer, vous avez un certain nombre de pays qui préfèrent pratiquer la haine de la France plutôt que se réformer sur le plan interne. Maintenant, sur le sujet actuel, Emmanuel Macron a tenté, on s'en rappelle, lors de sa campagne présidentielle 2017, d'établir une nouvelle relation, notamment en dénonçant le fait que la France avait commis des crimes contre l'humanité à l'égard d'Alger. Et il a essayé beaucoup de choses à l'égard du régime algérien. Il a essayé de notamment faire un accord avec le gaz pour ne pas être dépendant de la Russie. Il a également essayé un certain nombre de choses, établir une nouvelle relation avec l'Algérie. Or, il s'est heurté à des difficultés avec un nouveau pouvoir en place. Et Emmanuel Macron a choisi une chose simple, et c'est pour ça qu'on a un véritable problème, c'est qu'il s'est dit, plutôt que d'insister avec l'Algérie, auquel je n'ai aucun résultat à l'heure actuelle, mais peut-être que c'est de sa faute, peut-être que c'est la faute de quelqu'un d'autre, mais en tout cas, lui n'a pas de résultat avec l'Algérie, il s'est dit, vaut mieux conforter notre relation avec le Maroc, avec qui on peut avoir éventuellement des pistes géopolitiques et des pistes également sur d'autres sujets, notamment parce qu'on a une position qui est difficile avec le Centrafrique et avec d'autres sujets avec l'Afrique subsaharienne, mais c'est dit, il vaut mieux privilégier notre relation avec le Maroc plutôt qu'avec l'Algérie, et ça explique tous les choix qu'on a actuellement, surtout avec le choix porté par Bruno Retailleau. On va continuer à en parler dans un instant, je vais vous donner... Il y a plusieurs éléments. Est-ce que la France perd sa place dans le monde progressivement? Effectivement, c'est le cas. Mais le problème, c'est que c'est votre analyse qui n'est pas forcément bonne, parce que Emmanuel Macron n'a pas envoyé d'opérations militaires en Afrique depuis qu'il est président de la République. Il ne fait uniquement reprendre les opérations Barkhane qui avaient été lancées par François Hollande. Donc Emmanuel Macron n'est pas venu avec ses biceps, n'est pas venu avec des opérations militaires. Et la question, il hérite d'une situation. Il hérite d'une situation. Le point qui est posé sur la relation africaine, c'est qu'en fait, avec la plupart des pays qui constituent notre ancienne colonie, c'est qu'ils veulent le beurre et l'argent du beurre. C'est-à-dire qu'ils veulent à la fois avoir l'assistance française, et dans le même temps, ils veulent être indépendants. Vous ne pouvez pas à la fois vouloir être indépendant et vouloir que la France vous porte secours lorsque vous êtes en situation difficile. C'est ça qui est le sujet. Le sujet, c'est comment on construit une relation qui soit saine avec les anciennes colonies. Et on n'a pas réussi à faire ce qu'avaient fait notamment les Britanniques avec le Commonwealth. C'est donc comment on fait pour leur donner suffisamment d'indépendance tout en gardant un lien avec eux. Et on a une relation qui est aujourd'hui très compliquée avec un certain nombre de pays, que ce soit au Maghreb et également en Afrique subsaharienne. Et c'est pour ça qu'on se fait chasser aussi, parce que sur le plan militaire, on s'est fait remplacer par Wagner et par Vladimir Poutine, qui nous ont chassés, mais non pas diplomatiquement, mais militairement d'Afrique subsaharienne. Donc quand vous dites qu'on s'est fait chasser parce qu'on était trop militaire, etc., c'est pas vraiment le cas. C'est plutôt parce qu'on n'a pas été militaire. J'ai pas dit qu'on était trop militaire. J'ai dit qu'on n'était pas respectueux. C'est pas pareil. Merci beaucoup sur la question de l'OQTF, vous avez certainement raison sur le cas spécifique, mais ensuite, après, l'Algérie n'a pas délivré d'OQTF à la France sur l'ensemble de ses ressortissants, et on a plus de 40 000 qui ont été délivrés depuis 2019. Donc c'est pas uniquement le cas de Bruno Retailleau, c'est pas uniquement le cas d'Emmanuel Macron qui reconnaît le Sahara occidental, c'est qu'il y a un vrai problème de l'Algérie de reprendre ses ressortissants, parce qu'ils ne veulent pas le faire et qu'ils considèrent bénéficier d'un droit favorable depuis l'accord de 68, et qu'ils peuvent délivrer et envoyer des ressortissants sans éventuellement les reprendre. Donc ils ont des droits, mais pas forcément les devoirs qu'ils incombent de leurs accords de 68.